nos enfants vont nous détester si on n'est pas capable de se rassembler. Bonjour Pierre Larouturou, Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On rappelle qui vous êtes député européen, responsable au budget, c'est bien ça, pour 2021, et surtout vous êtes candidat à la primaire populaire pour l'élection présidentielle via la primaire populaire. Avant d'aborder un petit peu votre actualité nationale, vous êtes venu ici aujourd'hui parler avec les étudiants de Sciences Po Lille, entre autres, notamment. Quel était l'objectif de votre venue et pourquoi vous adressez à un tel public ? Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui désespèrent, que ce soit les jeunes de 18-20 ans ou des moins jeunes, qu'ils se disent qu'on va vers une société de plus en plus dure, de plus en plus violente, avec le dérèglement climatique qui va s'aggraver. J'ai vu une enquête qui dit que 76% des jeunes pensent qu'on va vers un futur terrifiant, que 40% hésitent à avoir des enfants parce qu'ils pensent qu'on va leur laisser une société catastrophique. Et je crois qu'il y a de bonnes raisons de s'inquiéter, mais que ce n'est pas foutu. Et je suis persuadé, comme citoyen, comme économiste, comme député, qu'on peut arriver à changer le monde et que l'élection présidentielle est très importante. Parce que si on a une nouvelle équipe qui arrive au pouvoir en France en avril prochain, on peut changer la vie quotidienne des gens avec des nouvelles règles du jeu en France sur les questions sociales, sur les questions de logement, pour faire baisser les loyers, pour améliorer les retraites. Quand Bruno Le Maire dit que pour rembourser le plan de relance, il faudra diminuer les retraites. Moi, je suis député européen et rapporteur général du budget, donc je m'y connais un tout petit peu peut-être si le Parlement m'a donné cette responsabilité. Et je peux montrer qu'il n'y aura pas besoin de baisser les retraites en France, que ni pour rembourser le plan de relance, ni pour équilibrer les retraites. Je montre comment, si on taxe la spéculation au niveau européen, si on met en place une taxe sur les milliardaires, on peut avoir un plan d'investissement en France qui va créer des millions d'emplois et qu'on a tout pour vivre dans une société d'équilibre et de convivialité. Moi, je suis en colère comme citoyen, comme père de famille. Je pense que si on ne change pas les règles du jeu, on peut connaître le chaos, on peut connaître des choses très très violentes dans les 10 ou 20 ans qui viennent, vraiment. Mais on a tout en quelques années pour accoucher d'un nouveau modèle. Et j'ai tout fait pour expliquer ça à Emmanuel Macron. J'ai passé des heures avec Emmanuel Macron quand il travaillait avec François Hollande ou quand il était à l'Élysée. Il connaît les problèmes, il connaît les solutions, mais il a comme seule boussole, c'est de l'argent pour les actionnaires, de l'argent pour les dividendes. Donc par exemple, concrètement, c'est la France qui bloque au niveau européen. Angela Merkel voulait une taxe sur la spéculation. Il y a beaucoup de pays qui voulaient créer une taxe sur la spéculation pour avoir de l'argent pour les hôpitaux et pour avoir de l'argent pour le climat. Et c'est Bruno Le Maire et Emmanuel Macron qui ont dit non, on ne veut pas taxer la spéculation. Donc si on se rassemble grâce à la primaire populaire, si on a une candidature ou une équipe qui gagne au mois d'avril prochain, on pourra relancer plein de choses au niveau européen. Vous seriez le candidat, mais le candidat d'une équipe. Vous parlez vraiment de collectif, de changer les choses ensemble. À coup sûr. Contrairement au rôle du président de la République qui est réputé parfois pour être un petit peu seul dans les décisions notamment. Oui, effectivement, je pense de toute façon qu'il faut changer les institutions. C'est plus possible qu'un homme décide de tout seul. On est le seul pays d'Europe où il y a autant de pouvoir. Angela Merkel était chancelière, elle était la femme la plus puissante d'Allemagne, mais elle passait son temps à négocier avec les députés. En Angleterre, Margaret Thatcher, on l'appelait la dame de fer, mais il y a un moment où les députés lui ont dit « écoutez, si vous ne nous écoutez plus, vous pouvez aller voir ailleurs ». Et les députés ont mis fin au mandat de Margaret Thatcher. On est le seul pays d'Europe où autant de pouvoir est concentré aux mains d'une seule personne. Alors si cette personne était géniale et travaillait pour le bien commun, on pourrait dire « cool », les autres on peut se reposer. Mais manifestement, il y a 5 millions de chômeurs et de chômeuses aujourd'hui. Il y a 5 millions d'hommes et de femmes qui sont inscrits à Pôle emploi. Et puis il y a tous ceux qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi mais qui sont au RSA, qui sont dans la pauvreté. Il y a tous les jeunes qui sortent des écoles, de l'université, et alors qu'ils ont fait des bonnes études, ils ont 800 euros ou 1000 euros par mois. Donc il y a une demande de justice sociale très forte et manifestement ce gouvernement ne fera rien. Donc je pense qu'il faut... Je veux participer à la primaire populaire, mais je ne suis pas sûr de la gagner, pour dire la vérité. Mais je veux apporter des solutions concrètes. Je veux montrer la gravité de ce qui se prépare et montrer qu'il y a des solutions. Une autre idée, un de mes combats, c'est la taxe sur la spéculation. J'ai obtenu que 70% des députés européens, je ne suis pas tout seul, j'ai obtenu un rapport voté par 70% de tous les députés européens qui disent oui, si on veut trouver de l'argent pour les hôpitaux et pour le climat, il faut une petite taxe sur la spéculation, 0,1%. On ne va pas en mourir. Je vous rappelle tous que quand on achète de quoi manger, même les plus pauvres, même les SDF, en sortant du train tout à l'heure j'ai vu un SDF, même les plus pauvres, ils doivent payer 5,5% de TVA pour manger. 5,5% c'est la TVA sur l'alimentation de base. Mais aujourd'hui sur les marchés financiers c'est 0,0.
0,0. Donc le Parlement européen dit que si on mettait une petite taxe à 0,1%, on aurait chaque année 60 milliards au niveau européen et 10 milliards qui arriveraient en France. Et bien si on a 10 milliards qui arrivent, ça veut dire que chacun de nous peut avoir une aide. Si vous devez isoler la maison où vous habitez ou l'appartement, on peut dire que 80% des frais seront payés par une aide. S'il faut faire des transports en commun, dans mon coin des Pyrénées, il y avait plein de gilets jaunes qui gueulaient et ça se comprend parce que tous ceux qui ont du boulot, ils doivent prendre la voiture pour aller à Pierrefitte ou à Argelès. Il n'y a pas de transport en commun. Et donc si on augmente le prix de l'essence mais qu'on n'a pas d'abord fait des transports en commun, je comprends que les gens grognent. Par contre, si on a des aides de l'Europe, on pourra faire des transports en commun et petit à petit, les gens auront beaucoup moins besoin de leur voiture. Donc je crois qu'il n'y a pas de baguette magique, mais il n'y a pas non plus de fatalité. Et si c'est Bruno Le Maire et Emmanuel Macron qui bloquent au niveau européen quand on veut taxer la spéculation, si c'est eux qui bloquent quand on veut sortir des énergies fossiles, si c'est eux qui bloquent quand on veut une Europe plus démocratique, il faut les remplacer par une équipe qui aura d'autres ambitions. Se battre et débattre, être subversif en politique en France et en Europe, tel est le sujet de votre conférence, tel a été le sujet. Brièvement, en quelques mots, c'est quoi être subversif en politique ? Je ne sais pas ce que c'est qu'être subversif. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Michel Rocard, mes parents militaient avec Jacques Delors. Je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Être subversif, peut-être que c'est pareil de la semaine de 4 jours. Je suis un des rares en France qui parle de la semaine de 4 jours. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est moi qui ai lancé le débat. En fait, c'est faux. C'est Antoine Riboud, vous étiez peut-être tout jeune ou pas né, en 1993. C'est Antoine Riboud, le patron de Danone, un des plus grands groupes, qui a dit « il faut passer à 4 jours, 32 heures, sans étape intermédiaire ». Ce que disait Antoine Riboud, c'est qu'avec ce qu'il disait, c'est avec les ordinateurs, avec les robots, avec l'intelligence qu'on a mis dans la tête des salariés, on produit beaucoup plus avec moins de travail. Ça n'est pas la fin du travail. Les carottes ne poussent pas toutes seules. Il y a encore besoin d'ouvriers dans les usines, il y a encore besoin de journalistes pour faire des journaux, il y a encore besoin d'agriculteurs pour faire des fruits et légumes. Ça n'est pas la fin du travail, mais globalement, depuis 30 ans, on voit qu'on produit 2 fois plus de richesses, mais qu'on a besoin d'à peu près de 30% de travail en moins. C'est la vérité. Et donc, soit on laisse 30% de gens au chômage ou dans des boulots précaires, soit on est capable de baisser le temps de travail. Et la bonne nouvelle, c'est que la semaine de 4 jours, c'est possible. Les Anglais disent que la preuve du pudding, c'est ça se mange. Eh bien, la semaine de 4 jours, la preuve, c'est qu'il y a déjà 400 entreprises qui sont passées à 4 jours sans baisser les salaires. Si vous mangez un yaourt Maminova, eh bien vous ne savez peut-être pas, mais tous les salariés de Maminova sont passés à 4 jours sans aucune baisse de salaire. L'idée est très simple, c'est que si l'entreprise passe à 4 jours et qu'elle crée des emplois, au moins 10% d'emplois, elle arrête de payer les cotisations chômage. Donc c'est vrai pour Maminova, c'est vrai pour Fleury-Michon, c'est vrai pour les brioches Pasquier. Vous savez, si vous achetez des petits pains chez Carrefour ou chez Leclerc, vous avez des brioches Pasquier. Eh bien, tous les salariés de brioches Pasquier, aussi bien les ouvriers, les commerciaux, les gens de la comptabilité ou même le patron, M. Pasquier, ils sont tous passés à 4 jours et ça crée des emplois. Ça permet de lutter contre le burn-out, ça permet d'avoir du temps pour vivre et ça fait aussi des gens qui vont cotiser pour les caisses de retraite. On entend beaucoup de débats, dans le débat public, beaucoup de sujets qui reviennent actuellement. Au travers de vos déplacements, on rappelle, vous êtes dans votre tour de France des solutions. Quelles sont les problématiques, selon vous, les plus importantes actuellement dans le quotidien des Français, les témoignages que vous avez pu avoir? Vous parlez de la semaine à 4 jours. Est-ce que, par exemple, ça fait partie, le travail notamment, et le temps de travail fait partie des problématiques et des préoccupations des Français? D'abord, je me rends compte que les idées nauséabondes que met M. Zemmour sur la table, interdire de dire qu'on ne peut pas être français si on s'appelle Mohamed ou Zita, c'est juste de la folie. Je ne trouve personne dans la vie normale qui me dit que le problème du pays, c'est qu'il y a des gens qui s'appellent Mohamed. Non, ce n'est pas du tout le problème. Voilà. Le problème, c'est effectivement le dérèglement climatique. Il y a eu 17 morts il y a quelques mois dans le Var avec des inondations terribles. C'est la précarité. C'est tous les jeunes et les moins jeunes qui se disent « mince, j'ai une tête qui marche bien, j'ai envie de travailler, on ne me propose pas de boulot, on ne me propose que des boulots mal payés ». C'est des gens qui se demandent est-ce que les services publics vont rester. Avant d'être député, j'avais lancé une initiative sur le climat. J'avais tous les maires ruraux de France, l'association des maires ruraux qui nous soutenaient. En disant nos villages sont en train de crever, est-ce qu'on est capable de créer de l'activité, de créer des emplois utiles et bien payés, aussi bien dans les grandes villes, comme à Lille ou à Pau ou à Bayonne, que dans les petits villages. Donc je crois que, est-ce qu'on nous écoute ? La demande des Gilets jaunes aussi, c'est de dire qu'il n'y a pas que le chef qui est à l'Élysée qui a un cerveau. Est-ce qu'on est capable d'avoir un pays plus démocratique? Et c'est pour ça qu'on propose une 6e République où il y a beaucoup moins de pouvoir pour celui qui est à l'Élysée et où on rend possible la loi d'initiative citoyenne. La loi d'initiative citoyenne, c'est une idée de Nouvelle Donne, un parti que j'ai aidé à créer, et qui dit que si un texte est signé par 200 000 citoyens, il arrive à l'Assemblée avec la même force qu'un projet de loi qui vient de l'Élysée, du ministère des Finances ou de Matignon. Donc ça veut dire que peut-être la prochaine réforme des retraites, au lieu qu'elle vienne de quelques technocrates libéraux de Bercy, peut-être que c'est des gens comme vous et moi qui auront proposé la réforme des retraites. Et si elle arrive avec 200 000 signatures, les 3 premiers qui ont signé, premiers aux premières, ils ont 5 minutes à la télévision sur toutes les chaînes publiques à 20 h pour expliquer l'idée. Et au bout de 6 mois, ou bien le Parlement a repris l'essentiel
et bravo, c'est champagne pour tout le monde, ou bien s'ils ne sont pas contents parce que le Parlement a castré leur proposition, ils peuvent demander un référendum. Voilà. Donc on a besoin d'une métamorphose. Si on veut vraiment, il faut qu'on change de modèle si on veut éviter une crise climatique gravissime et une crise sociale gravissime. Et ça n'est possible qu'en misant sur l'intelligence des gens. On voit bien, hélas, depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans dans notre pays, que ceux qui sont à l'Élysée ne comptent pas sur l'intelligence et sur la fraternité. Et donc je pense qu'il faut qu'il y ait une équipe qui arrive au pouvoir en avril et qui mise, quand on parle du principe de fraternité, c'est-à-dire celui qui est en face de moi ou celle qui est en face de moi, c'est vraiment un frère ou une sœur. Moi, si j'ai réussi à convaincre 70% des députés au Parlement européen, c'est que même quand quelqu'un n'est pas de ma famille politique, je me dis pas, ce mec, il est stupide, c'est un vieux conservateur de droite. Je vais dialoguer avec lui, je l'écoute, j'écoute ses arguments. Et ensemble, j'ai obtenu que 70% des députés, et je ne suis pas une exception, 70% des députés votent ce rapport pour dire, si on veut de l'argent pour les hôpitaux et pour le climat, on peut taxer la spéculation. Donc, je suis d'un parti qui s'appelle Nouvelle Donne, parce qu'en référence au New Deal de Roosevelt. Quand Roosevelt arrive, le pays était sinistré. Il y avait des millions de chômeurs, des millions de gens qui avaient envie de se suicider parce qu'ils ne croyaient plus en rien. Et Roosevelt, en 3 mois, fait passer 15 réformes qui redonnent du boulot aux chômeurs, qui aident les paysans, qui font la séparation des banques pour calmer la spéculation. Et Roosevelt, en permanence, parle à l'intelligence des gens. Toutes les semaines, il dit « Mes amis, je vais vous expliquer comment marchent les banques et demain, je fais passer une réforme des banques. » La semaine suivante, il parle « Mes amis, je vais vous expliquer pourquoi les revenus des paysans ont tellement diminué et demain, je fais passer une réforme des marchés agricoles. » Et les gens se disent « Putain, celui-là, il ne nous prend pas pour des imbéciles. » On l'a élu, mais il était digne de notre confiance. Et il change la vie quotidienne. Et il parle à l'intelligence des gens. Et il demande aux gens de l'aider. Même s'il est à la Maison-Blanche, il demande aux gens, quand le lobby bancaire veut se déchaîner contre telle ou telle réforme, il demande aux gens d'aller dans la rue pour le soutenir. Donc je crois qu'en France aussi, on a besoin d'une équipe qui a une boussole claire. La boussole, c'est la dignité humaine. Au nom de la dignité humaine, on va lutter contre le chômage et la précarité. On va sauver les retraites et on va sauver l'avenir de l'humanité en agissant pour le climat. On a compris que vous étiez un grand démocrate. Vous êtes quelqu'un qui prône la représentativité. Vous êtes député européen. Vous êtes très engagé. Il y a eu cette grève de la faim. Il y a eu cette lutte pour le climat, cette taxe contre la spéculation que vous voudriez faire. Au niveau de l'Europe, est-ce que vous avez remarqué des changements d'attitude ces dernières années, depuis que notamment le début de votre mandat, est-ce que vous avez remarqué des changements d'attitude de la part des dirigeants européens, des parlementaires, plus de démocratie, peut-être moins? C'est quoi très brièvement, votre constat, l'état de santé, le bilan médical de l'Union européenne? La crise fait bouger les lignes. Déjà, en fait, les lignes évoluent avant. Quand la France a voté non en 2005 au référendum, il y a beaucoup de gens qui se sont moqués en France de ceux qui avaient fait la campagne pour le non. Mais Angela Merkel a dit, la chancelière allemande a dit, si le peuple allemand avait voté par référendum lui aussi, et non pas seulement les députés, pour ratifier le traité, Angela Merkel a dit peut-être que le peuple allemand aussi aurait voté non, il faut un protocole social. Merkel a dit il faut compléter les traités européens avec une dimension sociale. Et c'est Sarkozy qui n'a pas voulu. Angela Merkel, il y a quelques mois, c'était le conseiller climat d'Angela Merkel qui disait Pierre, je suis un fan de l'idée de taxer la spéculation. Je vous rappelle qu'Angela Merkel est d'accord aussi pour taxer la spéculation. Et c'est la France d'Emmanuel Macron qui ne veut pas. Donc là, avec le virus, on sent bien qu'on est au bout d'un système et qu'il faut changer nos modes de vie. Et celui qui a démissionné la semaine dernière en Allemagne, on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est le patron de la Bundesbank, qui est un des hommes les plus classiques, les plus orthodoxes, Jens Weidmann. Il a donné sa démission parce qu'il comprend qu'il est en train de perdre la bataille. Et on voit quand Biden arrive au pouvoir aux États-Unis, que Biden est capable de changer déjà la vie de millions d'Américains et qu'il change les négociations au niveau européen, mais au niveau international. Mais là, encore une fois, vous avez vu quand Biden dit qu'il veut un taux d'impôt minimum à 21% sur les bénéfices, et Bruno Le Maire dit OK, mais plutôt à 12%. Donc je pense que clairement, je n'ai rien contre Macron, aucune animosité. Quand Macron avait fait un discours sur l'Europe, je l'avais félicité. Quand Emmanuel Macron a créé le Haut Conseil pour le climat, il m'a demandé d'être membre du Haut Conseil pour le climat et je l'ai remercié. Mais aujourd'hui, je constate qu'Emmanuel Macron et son équipe avaient tous les leviers depuis 4 ans et demi et qu'ils n'ont rien fait pour la justice sociale, quasiment rien fait. Ils ont pris 10% des idées qui étaient sur la table en matière de climat et qu'il faut mettre en place une équipe d'hommes et de femmes qui auront, je le répète, comme seule boussole, la justice sociale, la dignité de tous. On va terminer succinctement du coup. Aujourd'hui, vous avez fait le choix de vous présenter à la primaire populaire. Brièvement, pourquoi ce choix? Pourquoi vous engagez au niveau national alors que vous êtes déjà au niveau européen? Je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont bloquées au niveau européen parce que Emmanuel Macron, Bruno Le Maire les bloquent et que pour changer l'Europe, il faut changer l'équipe qui bloque, l'équipe qui est à Paris. Et puis je crois que sur les questions de lutte contre la précarité, pour faire baisser les loyers, pour améliorer la vie des étudiants, il y a plein de choses qu'on peut faire au niveau français. Et j'ai passé des heures avec Emmanuel Macron quand il était le conseiller de Hollande ou depuis qu'il était à l'Élysée.
Il connaît toutes mes idées. En petit comité, il m'expliquait à Michel Rocard ou à moi qu'il était d'accord et que c'est François Hollande qui bloquait. Et depuis qu'il est le patron, il ne fait rien qui va dans le bon sens. Donc je crois qu'on est des millions à comprendre qu'on aurait tout. On n'a jamais été aussi riche. On a tout pour vivre dans une société de convivialité, d'équilibre, de cohésion sociale. Et que manifestement, cette équipe ne veut pas le faire. Donc les solutions qu'on porte, c'est ni Macron, ni Zemmour, ni Le Pen qui vont les mettre en place. Et s'il y a 5 candidats de gauche qui se divisent, on est sûr que ça va être la catastrophe. Donc il faut qu'on se rassemble. Et la meilleure façon de le faire, c'est avec la primaire populaire. Justement, vous soulignez un sujet important. La gauche a un nombre de candidats très grand, on peut le dire. Très ridicule, on peut le dire. C'est vous qui le dites. Déplorez-vous ce manque de rassemblement? Et au contraire, est-ce que vous ne pensez pas que la primaire populaire peut encore diviser encore plus? Non, la primaire populaire va se rassembler. L'autre jour, j'avais une réunion avec Yannick Jadot, avec Hidalgo, avec tous les grands chefs. Et je leur ai dit, mais nos enfants vont nous détester si on n'est pas capable de se rassembler. En plus, vous préparez tous un accord pour les législatives. Quand l'extrême droite était à 28%, jusqu'à l'été, c'était Le Pen à 28%, 28%. Certains me disaient, mais à quoi ça sert qu'on se rassemble? De toute façon, on n'arrivera pas au deuxième tour. Mais si il se confirme qu'il y a 2 blocs d'extrême droite, ça sent pas bon, c'est nauséabond. Mais si un bloc Zemmour et un bloc Le Pen qui sont à peu près à 15 ou 16% chacun ou 17%, eh bien, ça veut dire que si nous on se rassemble, on peut être à 17 ou à 18% et on peut être au deuxième tour et on peut gagner. Voilà, moi je ne vais pas attendre 5 ans. Vraiment, quand vous voyez la gravité du problème climatique, quand vous voyez des gens qui vivent avec le RSA en France, quand il y a des agriculteurs qui se suicident toutes les semaines, on ne va pas attendre 5 ans pour mettre en place des nouvelles solutions. Et je suis persuadé que si on a 5 candidats, c'est foutu. En fait, la question c'est, j'aimerais clairement dire en public à Yannick Jadot, à Hidalgo, à Mélenchon, est-ce que ton but est d'être le leader de l'opposition, mais tu as fait une croix en fait, tu as renoncé à 2022, ou est-ce que ton but est dans une équipe qui peut gagner? Aux États-Unis, Bernie Sanders, Kamala Harris, Joe Biden, ils ont fait une équipe et ils ont gagné. S'ils avaient fait 2 candidatures, c'est Trump qui serait resté au pouvoir. Donc en France, et via la primaire populaire, et je pense que tous ceux et celles qui nous écoutent doivent aller sur le site, c'est gratuit, ça ne vous engage à rien, tous ceux qui ont plus de 16 ans, vous pouvez signer, primairepopulaire.fr. En Corrèze, il y a un petit gars de 15 ans, Sacha, qui a commencé un tour de vélo avec un de ses copains pour aller parler de la primaire populaire. Le gars, il a 15 ans, il a convaincu ses parents et son directeur de lycée. Et malgré la pluie et le froid, il fait la tournée pour convaincre les gens d'aller sur le site de primaire populaire. Donc si Sacha le fait, vous pouvez tous nous aider, primairepopulaire.fr. Merci beaucoup Pierre Larouturou d'avoir été avec nous. Et puis, bonne campagne présidentielle, d'abord la primaire. Tous ensemble, on peut gagner.